Imaginez, une rivière dorée qui ne coule pas dans la nature, mais au cœur d'une usine, guidée par des rails d'acier, illuminée par des néons et le cliquetis des machines. Cette rivière, ce sont des milliers de pêches, fraîches, gorgées de soleil, venues tout droit des vergers, prêtes à devenir un produit que des millions de familles ouvriront un jour, quelque part dans le monde. Bienvenue dans ce voyage inattendu, là où la nature rencontre l'ingénierie moderne, où une simple pêche devient un ambassadeur silencieux du savoir-faire humain. Tout commence bien avant les murs de l'usine. À l'aube, sur les coteaux baignés d'une lumière rose, les pêchers ploient sous le poids des fruits. Selon les régions, une seule exploitation peut produire jusqu'à 50 000 kg de pêche par jour en haute saison, un chiffre vertigineux qui rappelle la dimension invisible de ce que nous consommons. Les ouvriers agricoles avancent entre les rangées, leurs pas soulevant la rosée, leurs gestes rapides mais précis. Les fruits sont triés directement dans les vergers. Trop petits, trop mûrs, abîmés, ils seront valorisés autrement. Ceux qui restent, ceux qui ont la fermeté et le parfum attendu, partent aussitôt pour l'usine. Le compteur tourne, le temps est essentiel. Moins de 2 heures après la cueillette, les caisses roulent déjà dans les couloirs métalliques de la zone de réception. Ici, tout est calibré, mesuré, contrôlé. Des capteurs infrarouges évaluent la teneur en sucre, des bras mécaniques testent la résistance à la pression. Dans l'ombre des automates, une équipe d'opérateurs surveille les écrans, une variation de température, un ralentissement du convoyeur, une anomalie dans la cadence, et l'ensemble de la chaîne peut être réajusté. L'objectif est clair, respecter l'intégrité du fruit. Car chaque pêche incarne des semaines d'efforts, de soleil, d'eau, de soins. Vient alors le premier baptême industriel, le lavage. Sous des arches où rugissent des jets d'eau à haute pression, les fruits tournent, s'entrechoquent doucement, perdant poussière, feuilles et traces de terre. La scène peut paraître simple, mais elle obéit à des normes strictes. La vitesse du tapis, l'angle des buses, la température de l'eau, tout est réglé pour ne jamais abîmer la peau fragile du fruit. On utilise parfois jusqu'à 10 000 litres d'eau à l'heure, mais rien n'est laissé au hasard. L'eau est filtrée, recyclée, réutilisée. Dans un monde où chaque goutte compte, l'industrie innove pour concilier efficacité et responsabilité. Lorsque les pêches ressortent, propres et lustrées, elles pénètrent dans la zone qui impressionne le plus, le parage et les vidages. Là, des machines qui tournent à 2000 rotations par minute saisissent chaque fruit, le tournent, le positionnent, identifient son noyau grâce à des scanners, et le retirent avec une précision presque chirurgicale. Le geste dure moins d'une seconde. Imaginez une main experte capable d'éplucher et dénoyer une pêche avant même que vous ayez eu le temps de cligner des yeux. C'est exactement ce qui se produit, des milliers de fois par heure. Pourtant, malgré cette vitesse, l'erreur n'est jamais tolérée. À intervalles réguliers, des employés prélèvent des échantillons, vérifient la texture, l'intégrité de la chair, l'absence de résidus. Ce contrôle manuel, à l'ancienne, rappelle que l'humain reste le garant ultime de la qualité. Entre les lignes d'acier et les écrans tactiles, ce sont les yeux, les mains, l'intuition des opérateurs qui veillent à ce que chaque pêche mérite sa place dans l'histoire. Alors commence la métamorphose la plus visuelle, l'épluchage. Selon les usines, plusieurs procédés coexistent. Certains utilisent la vapeur, une brusque montée en température de quelques secondes, puis un choc thermique permet à la peau de se détacher naturellement, comme si elle se défaisait d'elle-même. D'autres utilisent des peaux mécaniques, inspirées des outils traditionnels, perfectionnés par l'ingénierie. Dans tous les cas, ce qui reste sur le convoyeur, c'est un fruit nu, tendre, brillant, prêt à être découpé. Et l'odeur ? L'odeur envahit l'air, mélange vibrant de sucre, de fleurs blanches et de soleil emmagasiné. À ce stade, le temps semble s'accélérer. Les pêches sont tranchées, calibrées, regroupées en quartiers, en moitiés ou en cubes selon la destination finale du produit. Des caméras haute définition inspectent chaque morceau. Un défaut de surface, une coloration anormale, une fibre trop rude, et la machine rejette automatiquement la pièce. Là encore, rien ne se perd. Les rejets seront transformés en jus, en compote, parfois en ingrédients pour des yaourts ou des desserts. Chaque fraction du fruit trouve une utilité. C'est l'économie circulaire appliquée à l'échelle industrielle. Puis arrive le moment que l'on ne voit jamais, mais qui garantit tout, la mise en conserve. Des boîtes métalliques arrivent par centaines, stérilisées, prêtes. Les pêches y prennent place comme des pierres précieuses posées dans leur écrin. On ajoute un sirop léger, un jus naturel ou un liquide sucré calibré pour stabiliser le goût. Le taux de sucre, exprimé en degrés Brix, est mesuré continuellement. Trop bas, le produit perdra de la saveur. Trop haut, il pourrait masquer l'arôme naturel du fruit. Toute la magie consiste à trouver l'équilibre parfait. Le cycle n'est pas encore terminé. Les boîtes seront bientôt scellées, chauffées à plus de 100 degrés Celsius pour éliminer tout micro-organisme. C'est l'étape de la stérilisation, celle qui rend possible le stockage de plusieurs années sans aucun conservateur chimique. Et pourtant, le fruit restera tendre, parfumé, fidèle à l'instant de sa récolte. Une prouesse presque poétique. Lorsque les boîtes de pêche ressortent des tunnels de stérilisation, encore tièdes, une fine buée perle sur leur surface métallique. C'est une image discrète, presque banale, mais elle marque une transition. Le fruit n'est plus seulement un aliment. Il devient un produit. Un produit qui voyagera peut-être des milliers de kilomètres, changera de langue, de devise, de culture, mais qui restera identique à lui-même lorsqu'il sera ouvert. De la Chine au Canada, du Burkina Faso à la France, il offrira le même parfum, la même couleur, la même bouchée juteuse. Et c'est précisément pour garantir ce miracle de constance que la prochaine étape est essentielle, le contrôle qualité final. Dans une salle parfaitement éclairée, sur des tables qui semblent interminables, des opérateurs examinent les boîtes une à une. Le geste est mécanique, mais l'attention est totale. Ils vérifient la courbure du métal, l'absence de micro-fissures, la régularité des soudures. Car un défaut minuscule, invisible à l'œil non averti,
pourrait permettre à l'air d'entrer, et avec lui les bactéries. Pour l'industrie alimentaire moderne, chaque détail est une question de confiance. Et la confiance est fragile. C'est pour cela que l'on effectue aussi des tests aléatoires. On ouvre des boîtes, on goûte, on analyse la texture, le pH, le taux résiduel d'oxygène. Il faut s'assurer que chaque lot respecte un cahier des charges parfois long de plusieurs centaines de pages. Puis, dans un balai parfaitement synchronisé, commence la pose des étiquettes. C'est un instant que l'on sous-estime souvent. Pourtant, l'étiquette est bien plus qu'un décor. C'est la carte d'identité du produit, son passeport pour le monde. Sur ces quelques centimètres de papier, on peut lire l'histoire silencieuse du fruit, son origine, sa variété, les valeurs nutritionnelles, la date de production, la date limite de consommation, les instructions de stockage. Et derrière chaque mention, des obligations légales, des normes internationales, des accords commerciaux. Il faut parfois imprimer des centaines de milliers d'étiquettes dans plusieurs langues. On compte en tonnes de papier, en kilomètres de ruban adhésif. Une seule erreur, une virgule mal placée, une unité mal traduite et tout un lot peut être retiré. À ce stade, les boîtes avancent vers les lignes de conditionnement. Elles se rassemblent par groupes de 12, de 24, parfois de 48, selon les commandes. Des bras robotisés les saisissent, les placent dans des caisses cartonnées recyclables, puis les scellent. Le bruit du ruban adhésif qui claque, le ronronnement des moteurs, le bip des scanners. L'usine parle son propre langage. Et chaque son a un sens. Un bip prolongé signale une erreur d'alignement. Un bruit creux peut signaler la présence d'une boîte vide. Les opérateurs, casques sur les oreilles, circulent, veillant à cette partition mécanique comme des chefs d'orchestre. Pendant ce temps, dans un bureau vitré qui surplombe la chaîne, un logiciel central affiche la traçabilité de chaque palette produite. Grâce à un système de code, chaque boîte peut être retrouvée, identifiée, reliée à son jour de production, à la parcelle du verger, à l'arbre parfois. Cette transparence n'est pas un luxe. C'est une assurance. En cas de problème, une contamination, une variation de qualité, un rappel sanitaire, on doit pouvoir réagir en quelques minutes. La technologie, ici, n'est pas un gadget. Elle est une garantie. Alors les palettes deviennent des murs. Elles s'empilent, s'alignent, forment des allées entières dans des entrepôts immenses où la température est contrôlée en permanence. Certaines usines ont des stocks capables de nourrir une ville entière pendant des semaines. Et paradoxalement, malgré cette abondance, tout reste fluide. Rien ne s'éternise. Les flux logistiques sont réglés à la minute près. Un camion arrive, se place au quai numéro 3, charge, repart. Destination, un port, un centre de distribution, un hub transcontinental. Pour certains lots, le voyage ne durera que quelques heures. Pour d'autres, plusieurs semaines. Les boîtes traverseront les mers, affronteront l'humidité, les secousses, parfois la chaleur des tropiques. C'est pour cela que le métal, l'acier et l'étain qui les composent sont si importants, ils protègent comme une seconde peau. Et pourtant, au-delà de ces voyages géographiques, il y a un autre voyage, moins visible, celui de la valeur ajoutée. Prenez une pêche. Au verger, elle vaut quelques centimes. À l'usine, quelques dizaines. En conserve, sur un étal, dans un supermarché à l'autre bout du monde, elle peut valoir 10 fois, 20 fois plus. Ce n'est pas une simple inflation. C'est la traduction économique d'un processus complexe. La récolte, le tri, le transport, le lavage, l'épluchage, la découpe, la stérilisation, l'emballage, la logistique. Chaque étape ajoute une pierre à l'édifice. Une conserve, c'est un concentré de travail humain, de technologie, de réglementation, d'énergie, d'investissement. Et tout cela pour offrir un geste simple, ouvrir une boîte et manger. Alors, quand on y pense, ce n'est plus seulement une pêche. C'est une capsule temporelle. Elle a capturé un instant précis de l'été, figé dans le sirop translucide. Même en hiver, alors que les vergers dorment, qu'il gèle dehors, qu'il neige au nord, la boîte s'ouvre et le soleil réapparaît. C'est peut-être cela, la plus grande victoire de l'industrie agroalimentaire, permettre de manger hors saison sans renier le goût des saisons. Bien sûr, tout cela ne va pas sans questionnement. Comment équilibrer productivité et respect de l'environnement? Comment réduire encore l'utilisation de l'eau, de l'énergie? Comment limiter les déchets, optimiser le recyclage du métal, des cartons, des plastiques? Ces questions, les usines se les posent déjà. Des innovations apparaissent, emballage plus léger, énergie renouvelable, récupération de chaleur, optimisation de la chaîne du froid. L'avenir de la pêche en conserve ne sera pas seulement industriel. Il sera aussi écologique. Et pendant que ces débats agitent les bureaux d'études, quelque part, sur une étagère d'une cuisine, une boîte attend. Peut-être qu'elle sera ouverte pour un dessert improvisé, pour un gâteau familial, pour une salade estivale. Peut-être qu'elle apportera un peu de douceur dans un moment difficile, ou qu'elle sera simplement posée sur une table, partagée, savourée. Dans tous les cas, le voyage sera complet. La boucle sera bouclée. À présent, prenons un instant pour regarder ce produit terminé non pas comme une boîte métallique, mais comme le résultat d'un dialogue permanent entre la terre et l'industrie. Chaque boîte de pêche en conserve est une archive de saveurs, une preuve que la matière première peut voyager dans le temps sans jamais trahir son origine. C'est aussi le témoignage d'une chaîne humaine immense, des producteurs qui soignent leurs vergers, des ingénieurs qui règlent les machines, des logisticiens qui orchestrent le départ des cargaisons. Et puis, au bout du voyage, il y a celui ou celle qui ouvre la boîte,
pour un dessert, un goûter, une recette improvisée, ou simplement parce que l'envie de soleil est soudain trop forte. À travers ce geste simple, se cache un réseau entier de décisions, de calculs, de connaissances accumulées au fil des siècles. Car oui, l'histoire des aliments transformés ne commence pas avec l'électricité, mais avec les premières tentatives humaines de prolonger la vie des récoltes. Le séchage, le fumage, la conservation dans le miel, puis plus tard le sel, la mise en bocaux, et enfin l'invention de la conserve par Nicolas Appert au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, dans un monde où les chaînes logistiques parcourent la planète, où un ingrédient peut traverser 10 frontières avant d'arriver dans une cuisine, la conserve reste l'un des outils les plus fiables pour préserver la qualité. Ce n'est pas seulement une technologie, c'est une promesse. Une promesse faite aux fruits, de ne pas l'abîmer. Une promesse faite au consommateur, de lui offrir la même expérience, quel que soit le jour, l'heure ou l'endroit. Et peut-être aussi une promesse faite à nous-mêmes, celle de ne pas oublier d'où viennent les choses que nous tenons pour acquises. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une boîte de pêche au sirop, peut-être sentirez-vous autre chose que le sucre et la douceur. Peut-être y verrez-vous les vergers au lever du jour, les mains des cueilleurs, la vapeur des machines, les palettes qui attendent dans un entrepôt aux dimensions presque irréelles. Dans ce simple éclat de lumière orangée, il y a des kilomètres, des heures, des vies entières de travail. Et il y a aussi un choix, le vôtre, soutenir, questionner, comprendre ou simplement savourer. Alors maintenant, une question pour vous. Lorsque vous regardez une conserve, que voyez-vous vraiment? Un objet du quotidien, ou le bout d'une histoire qui commence dans un verger, sous le soleil, et qui attend peut-être, un jour, de se poursuivre dans votre cuisine? Partagez votre avis en commentaire, racontez votre relation à ces produits, dites-nous si cet univers vous étonne, vous rassure, ou vous donne simplement envie d'en ouvrir une pour goûter l'été. Et si tout commençait là, maintenant, avec vous vraiment ensemble?